Monsieur le Grand Rabbin de France, Madame le maire, Madame la Présidente de la région Île-de-France, Madame l'ambassadeur d'Israël à Paris, Mesdames et Messieurs les élus et maires d'arrondissement, Messieurs les présidents des associations et institutions juives, chers amis. Tout d'abord, je souhaiterais excuser l'absence du président Edmond Ilalouf, qui est souffrant, et profiter de l'occasion pour saluer la présence de notre ami Jacques Toledano, qui vient spécialement de Casablanca, qui est président d'honneur du Centre et qui est président du Musée d'art juif de Casablanca. Que représente pour nous cette maison, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe? Dans notre imagination, c'est une grande maison, et son architecture est singulière et originale. C'est d'abord une maison aux multiples portes, pas une citadelle fermée, pas une forteresse intellectuelle rigide et immuable, pas une chapelle exclusiviste. Les multiples portes de notre espace symbolisent les différentes voies d'accès à la culture française, au patrimoine juif. Chacun entrera par la porte de son choix, conformément à sa sensibilité. La porte des enseignements universitaires, la porte des études juives traditionnelles, celle de la langue hébraïque, celle de l'art, de la musique, du cinéma, du théâtre, des spectacles, des concerts et des festivals, la porte des colloques, des débats, des rencontres intellectuelles, la porte des célébrations du calendrier hébraïque. Cette maison, nous la concevons comme un lieu avec de nombreuses fenêtres. Des fenêtres pour contempler la cité, la société, le judaïsme français, la République, Israël et les questions de notre planète. Des fenêtres pour étudier le passé, observer le présent et imaginer le futur. Cette maison, nous la concevons comme un lieu aux multiples chambres. Chaque chambre exprime une vocation particulière. Elle communique dans une circulation de toutes les idées et de tous les projets. Vous l'avez deviné, l'espace culturel universitaire juif d'Europe est essentiellement pluraliste. Toutes les aspirations de l'âme juive sont accueillies dans un foyer ouvert, rayonnant et hospitalier. Cette vision est née au début des années 60 avec la création de notre institution mère, le Centre communautaire de Paris du boulevard Poissonnière, un lieu mythique de l'histoire juive contemporaine de la capitale. Cette maison, celle de tous nos concitoyens, sans distinction d'origine, de confession, désireux de connaître et de comprendre la contribution judaïque à la civilisation universelle. Nous vivons une époque incontestablement conflictuelle et dramatique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les multiples épisodes traumatiques, devant l'horreur de la violence et du terrorisme. Face à la menace de la barbarie, notre réponse est claire. Mettre en valeur la culture, arme privilégiée de la créativité, de la tolérance, de la liberté et de la démocratie. Ce message ne s'adresse pas simplement à une communauté, il s'adresse à tous les citoyens. Et ce que nous réalisons au cours de notre espace culturel fait partie de la grande aventure de la société française des prochaines années. Affirmer les valeurs de la civilisation face à la haine, à la violence et au fanatisme. Dans cette entreprise courageuse, il faut imaginer, réfléchir, innover, proposer avec énergie et avec audace. Une culture fermée est une culture moribonde. Seule une culture ouverte constitue une promesse pour l'avenir. C'est par cette philosophie de l'imagination créatrice que notre espace a été pionnier dans les formes les plus diverses et les plus originales de la vie culturelle contemporaine. Le dialogue entre les grandes religions de France, le débat du public avec les journalistes, avec les écrivains, les chercheurs, les personnalités politiques, l'ouverture aux formes les plus diverses de la musique, du théâtre et des arts. Nous voulons poursuivre cette triple pluralité. Pluralité des publics, pluralité des contenus, pluralité des intervenants, sans tabou, sans censure. L'enseignement universitaire des sciences du judaïsme par des universitaires de haut niveau, le renouveau des études des grandes œuvres traditionnelles du judaïsme
et la très belle et unique expérience des cours d'hébreu Ulpanim. La création et le succès incontestable d'une université numérique, l'UNEJ, première université juive francophone en ligne consacrée à la diffusion des études juives en langue française. À nous de poursuivre cette belle expérience dans un nouveau lieu, dans un nouvel endroit qui permettra le développement de notre programmation dans notre nouvel espace nation qui sera la fierté de Paris et de l'Île-de-France. Nous ne sommes pas seuls dans ce rêve. Tout au long de ces années, nous avons réfléchi à la construction d'un grand espace pour la culture. Nous avons fort heureusement pu compter avec le soutien des institutions et des fondations du judaïsme français et d'une partie des Juifs de France, désireux de prendre part à cette belle et exaltante aventure. Cette exceptionnelle réalisation qui est notre réponse face aux menaces, face à la violence de notre temps, est la meilleure réponse à la nouvelle solitude des Juifs de France. Le judaïsme français n'est pas seul. Il a le soutien incontournable des pouvoirs publics et toute notre reconnaissance à la ville de Paris et à vous, Madame le maire, dont nous savons l'extrême attention que vous portez à la réalisation de ce projet. Vos encouragements et votre soutien nous honorent. Au-delà de la ville, nous vivons dans une région, la région Île-de-France, qui est une métropole de la culture européenne dans sa diversité et dans sa richesse. Madame la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, toute notre gratitude pour l'intérêt et le soutien que vous avez témoigné à notre futur espace. Paris, l'Île-de-France, mérite de poursuivre après une longue et riche histoire la grande voie d'une culture libre et créatrice pour tous les citoyens. Notre volonté tenace est de poursuivre avec vous, Ville de Paris, région Île-de-France, la grande aventure d'une culture libre, faisant de notre belle métropole le pôle majeur de l'esprit européen de l'avenir. Merci. La parole est à Madame Ilana Sikurel, directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Monsieur le Grand Rabbin de France, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Madame la présidente de région, chère Madame Pécresse, Mesdames et Messieurs les élus et les maires d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés juives, cher Jacques Toledano, chers amis, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour représenter l'Alliance israélite universelle. Le président Marc Eisenberg est absent de Paris et n'a pu être parmi nous et vous prie de l'en excuser. Alors pourquoi cette émotion ? Eh bien parce que l'histoire de l'Alliance israélite universelle est une histoire parisienne. Elle commence en 1860, 6 jeunes juifs parfaitement intégrés à la société française, ayant profité de l'émancipation, inspirés par Adolphe Crémieux, décident de se lancer dans la création de la première institution juive de dimension internationale. Et au départ, leur objectif, c'est la défense de toutes les victimes des persécutions religieuses. La première cause de mobilisation, c'est la mobilisation pour les maronites chrétiens de Syrie. Ô combien d'actualité cette cause. Très vite, ils prennent conscience que le combat qui doit être le leur doit être de venir en aide aux Juifs du bassin méditerranéen qui vivent dans un dénuement économique et social et que seule l'éducation à la française peut les sauver. C'est le début d'une énorme aventure. 1 million d'enfants vont être éduqués à la française en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. C'est l'émergence d'une élite francophone dans le monde séfarade dont beaucoup d'entre vous sont les héritiers. Où en sommes-nous 156 ans après ? Nous sommes toujours dans cette conviction qui était là déjà au début, dans la création de l'Alliance israélite universelle, cette conviction que la sagesse juive et les idéaux républicains sont très proches, ont une proximité évidente. 156 ans après, où en sommes-nous ? Nous sommes un réseau international, principalement présent en France, en Israël, au Maroc, au Canada. Mais permettez-moi de me concentrer sur la France. 10 écoles, dont 8 dans le Grand Paris, touchant près de 3000 élèves. Alors pourquoi cette émotion dont je vous parlais ?
Cette émotion parce que je suis frappée, je suis stupéfaite, je suis même bouleversée par la pertinence du message de l'Alliance, de cette proximité entre la sagesse juive et la France des droits de l'homme, les idéaux républicains. Cette pertinence, elle est prouvée de manière dramatique, bien sûr, par l'épreuve collective que nous sommes en train de traverser, qui commence par le massacre d'enfants à la sortie de l'école à Toulouse, se poursuit par Charlie Hebdo, par Hyper Cacher, par le Bataclan, et n'est pas fini malheureusement, par une église. Tout cela prouve de manière dramatique en creux la pertinence de ce message. Alors que devons-nous faire? Simplement regarder cette communauté de destin et pleurer ensemble? Certainement pas. Je voudrais y voir, Madame la maire, une feuille de route. Une feuille de route où nous devons, avec toutes les composantes de la société française qui veulent se battre, au contraire nous rapprocher et lutter de manière de plus en plus déterminée à chaque coup, jusqu'à ce que nous soyons victorieux. Alors, comment est-ce que nous allons nous y prendre, nous, l'Alliance israélite universelle? D'abord, en continuant notre mission avec nos écoles, et je vous remercie de votre soutien à travers les contrats d'association, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons multiplier les partenariats, les projets avec les écoles publiques, les écoles confessionnelles. Nous avons des projets avec le Grand Rabbin de France, il en parlera certainement tout à l'heure. Nous serons partants, nous serons présents. Nous voulons vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous voulons réfléchir avec vous à tout ce qui peut permettre à nos enfants de grandir avec cette assurance et cette projection en France. Et je viens avec un message positif, je dirais passionnément positif. Nous préparons un gala qui aura lieu le 26 septembre. J'espère que nombreux d'entre vous seront présents pour soutenir l'Alliance israélite universelle. Et à cette occasion, nous faisons un film sur nos élèves. Eh bien, je viens vous dire que nos élèves nous rendent toute l'énergie dont nous pourrions éventuellement manquer à certains moments de découragement. Nos élèves sont profondément républicains, sont profondément combatifs, sont heureux, bien dans leur basket. Ils veulent lutter, certains veulent faire de la politique, tous veulent changer le monde, tous ont d'extraordinaires projets généreux. Et là, on se dit, nous avons réussi, la relève est là. Donc je veux vous dire, Madame la maire, que je nous lance un défi. J'aimerais, et nous sommes collectivement à l'Alliance à disposition de vos équipes, nous voulons réfléchir ensemble et lançons-nous le défi dans un an d'avoir à faire le bilan devant ce même micro de ce que nous aurons pu réaliser ensemble. Et pour terminer, l'Alliance israélite universelle, ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi les adultes. Tout à l'heure, Rafi Marciano a parlé de l'université numérique, qui est un projet en partenariat avec l'Alliance. Merci à la présidence de la région de nous soutenir. Et ce projet est porteur de quelque chose d'essentiel. Il faut faire de la pédagogie sur le judaïsme au-delà de la communauté. Nous sommes aussi responsables de cela. Nous ne devons pas seulement parler des persécutions dont nous avons été victimes, nous devons échanger, communiquer sur les valeurs humanistes qui sont les nôtres, que nous partageons, et nous voulons multiplier cela. Aujourd'hui, nous nous occupons dans le cadre de formation avec l'éducation nationale de la formation des professeurs à la connaissance du judaïsme dans le cadre de l'Institut européen Emmanuel Levinas qui est un institut de l'Alliance israélite universelle. Nous voulons, et là encore, nous voulons travailler avec vous pour multiplier ce genre d'initiatives, pour initier au judaïsme tous les corps professionnels qui ont besoin de l'être, que ce soit l'armée, que ce soit les juges, que ce soit les avocats, que ce soit les journalistes. Je pense que nous devons aussi prendre notre part dans cette lutte contre l'antisémitisme qui se passe aussi par une nouvelle manière de parler du judaïsme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Remercier le centre communautaire de m'avoir donné l'occasion de le dire. Vous remercier pour notre soutien. Vous dire aussi que nous sommes évidemment très vigilants sur la sécurité. Nos enfants dans nos écoles aujourd'hui, et on a pu les interroger justement à l'occasion de ce film, nous ont dit se sentir très en sécurité. Nous sommes bien sûr inquiets du passage
d'une garde statique à une garde mobile, je ne vous le cache pas. Nous comptons sur votre vigilance de votre côté pour que nos enfants puissent continuer à étudier en sécurité. Et je voudrais terminer par vous dire que, en tout cas, vous avez notre engagement, mon engagement, que ces murs qui nous protègent ne seront pas des murs qui nous enferment. Merci, Ilana. Je voudrais bien remercier tous les représentants du culte, Monseigneur Jérôme Beau, qui nous fait toujours le plaisir d'être avec nous cette réunion. Je voudrais appeler ici le président d'une institution, notre maison mère, dont vous connaissez nos liens particuliers avec le Fonds social juif unifié, combien leur aide est incontournable et précieuse et combien il continue à nous soutenir dans tous nos projets. J'appelle Ariel Goldman, président du Fonds social, pour 5 minutes. Merci. Avec un peu d'avance sur le conducteur qu'on m'avait donné, mais ce n'est pas grave. Du coup, je ne répéterai pas ce que mes camarades vont dire. Monsieur le grand rabbin de France, messieurs les grands rabbins, messieurs les rabbins, madame l'ambassadrice, madame la maire de Paris, madame la présidente, chère Valérie Pécresse, mesdames et messieurs les présidents d'associations, doit être la moitié de la salle, et vous tous, mes chers amis. C'est une année particulière, d'abord parce que ça va être l'année juive 5777. Dans les casinos, le 777, c'est toujours un bon chiffre, donc on peut espérer que cela nous portera chance, mais plus sérieusement, parce que nous accueillons à cette tribune cette année, et je veux remercier le Centre communautaire de Paris pour cette cérémonie qu'il organise année après année. Nous accueillons 2 nouvelles personnalités dans cette salle, donc Valérie Pécresse et Francis Khalifa, chacun ayant été élu dans l'année écoulée, et donc je voulais le souligner, mais surtout, cette année, vous pouvez les applaudir, mais surtout cette année est particulière parce que, c'est pas grâce aux institutions juives, mais nous sommes presque à la parité. Presque, il y aura 3 femmes ce soir qui vont parler, et c'est bien, c'est un bon signe, c'est une bonne évolution, vous pouvez également applaudir là-dessus. Alors, sur le fond, on a l'habitude, lorsque l'on célèbre, on arrive à Rosh Hashanah, de faire un bilan sur le passé et de se projeter un petit peu avec des vœux dans l'avenir. Le passé, Ilana Sicurel vient d'en parler, nous étions là l'année dernière, nous pensions avoir vécu le pire, nous pensions qu'avec le Bataclan, qu'avec Charlie, qu'avec l'hypercacher, nous avions atteint des sommets dans l'horreur et nous étions loin d'imaginer ce que nous avons vu, ce que vous avez vu de plus près, Anne Hidalgo, le Bataclan, la tuerie de Nice cet été, et je vais en oublier tant il y en a eu. Et nous savons, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait, et c'est terrible de devoir se dire cela, qu'il y aura d'autres événements de ce type-là. Et nous pensions, nous, depuis les années 2000, nous alertions les pouvoirs publics sur la montée d'un certain antisémitisme, sur la montée des violences. Nous alertions depuis Toulouse sur la sécurité des écoles, sur le danger de l'antisémitisme, sur ces fous tueurs islamistes, on peut les appeler par plusieurs qualificatifs comme Mohamed Merah qui avait tué nos enfants. Et aujourd'hui, c'est toute la France qui est plongée dans le deuil. C'est toute la France qui réalise et qui se rend compte que nous étions finalement, comme le disait souvent et le dit souvent Roger Kuckerman, des sentinelles, des vigies, mais que finalement, ces choses, ces drames qui nous sont arrivés, arrivent aujourd'hui à tout le monde. Alors ça, c'est le bilan passé. Pour l'avenir, que souhaiter ? Souhaiter bien sûr un horizon plus rose, ce n'est pas difficile qu'il soit plus rose, mais souhaiter surtout que tous ces débats que nous entendons jour après jour sur l'intégration, sur la religion, sur la laïcité, soient vus à l'aune avec le regard de notre histoire. Et nous portons, Rafi Marciano l'a dit dans son discours, ce centre porte cette histoire-là, mais nous tous ici, nous portons cette histoire-là. L'histoire, non pas d'une intégration, je n'aime pas ce mot, mais l'histoire d'une fusion. Le grand rabbin Chaim Korsian, on nous rappelle souvent que le mot France, Tsarfat en hébreu, tire son origine de la Bible. Les autres pays, l'Angleterre, l'Italie, on les dit en hébreu en les hébraïsant, on dit Italia, Anglia. La France, Tsarfat, a son nom dans la Bible. C'est le prophète Ovadia, je crois, qui parle en premier de la France. Il parle d'un pays qui ira
ou d'un exil qui ira de Canaan jusqu'à Tsarfat. Et le célèbre penseur Rachi, français, de Troyes en Champagne, dit dans son analyse très précise que Tsarfat, c'est bien la France, ce n'est pas un autre lieu, c'est la France. Et ça veut dire aussi en hébreu moderne et en hébreu même ancien, un creuset. Le creuset, cet endroit où on fait fondre les métaux, le creuset de l'orfèvre, cet endroit où on fait fondre les métaux pour en faire des bijoux précieux et durs. Eh bien, j'espère qu'avec cet exemple, nous arriverons à faire en sorte que la France soit réellement ce creuset qui fasse des objets précieux. Mais voyez-vous, en venant ici, je me suis penché sur quelque chose que nous faisons également, et c'est notre exemple. Et je pensais que nous étions la seule religion à le pratiquer. C'est faux. C'est la prière de la République, si chère aussi à notre grand rabbin de France. Cette prière pour la République que nous récitons chaque samedi dans les synagogues, eh bien, il y a aussi dans la religion chrétienne catholique une prière pour la République qui est récitée à la messe de France, qui est dite à Strasbourg après le 14 juillet. Mais il y a une religion où il n'y a pas de prière pour la République. C'est la religion musulmane. Et je me souviens que l'année dernière, en janvier 2015, après Charlie, le grand rabbin de France a proposé aux représentants de la religion musulmane de créer, avec la compatibilité, avec leurs dogmes, avec leurs pratiques, une prière pour la République dans le culte musulman, dans les mosquées de France. Je n'ai pas entendu qu'à ce jour, elle ait vu le jour. Peut-être que le grand rabbin de France me contredira, mais ce que je forme comme vœu, c'est que cette prière pour la République que nous récitons avec cœur, et moi, je suis ému à chaque fois que je l'entends, elle soit démultipliée, elle soit généralisée. Ça, c'est un projet concret, facile pour améliorer le vivre ensemble. Alors, il y aurait beaucoup à dire, je vais m'arrêter là pour respecter le temps qui m'a été imparti. Il y a la laïcité. Nous travaillons au quotidien le Fonds social juif unifié avec la mairie de Paris pour résoudre des problèmes. Nous avons résolu cette année la question des crèches et je vous remercie Anne Hidalgo et je remercie vos services. Et il y a toutes ces questions que nous traitons ensemble, chère Valérie Pécresse, que nous continuerons à traiter ensemble sur les lycées, notamment sur la sécurité et bien d'autres projets comme le centre dont Rafi Marciano a parlé tout à l'heure. Voilà un programme pour l'année à venir. Je vous souhaite à toutes et à tous une Shana Tova Umetuka, une bonne année, qu'elle soit douce pour vous, pour vos familles, pour la France et pour tout le peuple juif dans le monde entier. Merci. Merci Ariel Goldman. L'avantage que nous avons dans cette maison, c'est que nous avons de très bonnes relations avec toutes les institutions juives. Si vous en doutiez, vous avez la preuve ce soir. Et nous voulons approfondir toutes ces relations. Et notamment avec le consistoire de Paris. Et je voudrais donner la parole à notre ami Joël Mergui. Monsieur le grand rabbin de France, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Madame la maire de Paris, la maire, pardon. Mais je sais que Anne, la connaissant depuis longtemps, elle préfère qu'on dise Madame la maire, si elle... C'est vrai. Donc, pour l'année prochaine, elle sera encore là, donc pour l'année prochaine. Madame la présidente de la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues présidents des différentes grandes institutions de France et cher Rafi, je voudrais tout d'abord... je sais que le temps est court, mais je ne manquerai pas à mon devoir de redire ici le manque que nous ressentons de l'absence de notre ami président Elalouf, qui est l'âme avec Rafi de ce centre et qui manque. Et on lui souhaite, je crois, collectivement un bon rétablissement, puisque c'est lui qui a la tradition, avec toi, de nous accueillir ici. Et je le répète régulièrement, dans le judaïsme, il y a Karatatov, la reconnaissance. C'est lui aussi qui m'avait accueilli il y a de nombreuses années, quand je suis arrivé du Maroc et que le centre communautaire était boulevard Passionnaire et qu'il s'en occupait en tant que directeur avant qu'il ne te confie la direction et qu'il ne prenne la présidence. Donc c'est pour ma part personnelle, c'est une longue histoire avec le centre communautaire, et donc ma fidélité régulière, j'ai dû manquer une ou deux cérémonies parce que parfois on se déplace et qu'on est absent, ma fidélité régulière à cette cérémonie est essentielle.
Je ne vais pas revenir sur cette journée qui a commencé ce matin avec un hommage national aux victimes des attentats. Donc, c'est fait et ça continuera et ça sera dans notre cœur. Je voudrais poursuivre cette journée ou la finir avec les vœux de Rosh Hashanah et avec les vœux de la communauté juive tels qu'ils ont été rappelés notamment par Ilana Sigurel, avec cette envie qu'a le judaïsme, malgré les difficultés, de vivre, de se développer, de continuer à faire vivre ces structures. C'est vrai que avec le Grand Rabbin de France, nous avons, ne serait-ce qu'en 15 jours, visité je ne sais combien de communautés un peu partout, et à l'instar de ce que fait le centre communautaire, qui a été vraisemblablement au boulevard Passionnaire un initiateur de la volonté de nombreuses communautés à travers la France d'inclure dans leur programme des centres communautaires, c'est-à-dire d'inclure cette partie à côté de la vie religieuse de la synagogue, du Shabbat matin, de la synagogue du matin et du soir, d'inclure une part communautaire culturelle pour justement ouvrir les Juifs à la culture, ouvrir les Juifs au rassemblement et surtout s'ouvrir à toutes les sensibilités de la communauté juive. Il y a ceux qui viennent prier dans les différentes synagogues de France, il y a ceux qui viennent écouter un cours, il y a ceux qui viennent apprendre l'Ulpan. Il y a tant de façons de vivre le judaïsme. Et ce qui est fondamental aujourd'hui, et c'est, je crois, le message que nous essayons de porter, c'est que malgré les souffrances que nos familles ont vécues, malgré les souffrances que la nation vit aujourd'hui et que nous partageons, rien et personne ne nous arrêtera de continuer à faire vivre l'ensemble de nos structures. Et je voudrais remercier la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec laquelle régulièrement nous avons des projets, des grands projets, des petits projets, des besoins de nous occuper de toutes les facettes de la vie juive, que ce soit effectivement celle de la vie ou celle des cimetières ou celle de tout ce qui fait qu'on peut se sentir des citoyens qui sommes partie prenante de notre société dans la ville et dans la région, chère Valérie Pécresse, dans la région où vit la plus importante communauté juive d'Europe. Je crois que c'est important de le rappeler, parce que dès qu'on est dans une région où vit la plus importante communauté juive d'Europe, nous avons les devoirs, nous, responsables des communautés juives, du centre communautaire, des différentes structures juives, de lui donner encore plus d'impulsion, encore plus de force, de donner l'exemple à des communautés qui pourraient s'inquiéter de ce qu'elles deviennent et qui, quand elles voient la grande région, la grande communauté continuer à avancer, c'est important, et de dire aux élus, notamment à celles qui représentent la ville, à celles qui représentent la région, donc qui sont en contact avec nous, institutions, mais avec les différentes communautés, les différentes structures, que plus que jamais, votre présence auprès de chacune des structures est fondamentale, parce que les Juifs s'interrogent, des Juifs s'en vont, des Juifs s'inquiètent, des Juifs s'interrogent pour la sécurité. Je disais au préfet, j'étais partagé aujourd'hui avec mes collègues, nous sommes partagés entre une conscience citoyenne qui comprend que le dispositif se modifie et notre responsabilité par rapport à vous, mesdames et messieurs, par rapport aux parents d'élèves, par rapport aux enfants, de savoir que l'inquiétude renaît dès le moment où celles et ceux qui nous protégeaient depuis des années protègent tout le monde et donc nous protègent peut-être un petit peu moins. Donc ça, c'est important de dire qu'à ce moment précis, nous avons besoin que vous continuiez plus que jamais à accompagner les projets de vie de la communauté juive et des communautés juives. Plus que jamais, chaque présence à nos côtés, chaque accompagnement des projets des différentes structures de la communauté juive est essentiel pour qu'on se dise, nous ne renonçons pas. Les Juifs sont aujourd'hui plus que jamais devant la barbarie djihadiste, dans la résistance avec la société. Et donc, si nous sommes dans la résistance, il faut que nous puissions ensemble continuer à accompagner les projets d'une communauté. C'est mes vœux pour cette nouvelle année. Nous ne renonçons pas, nous continuons, nous avançons, nous construisons, nous bâtissons, nous rénovons, nous instruisons, nous nous ouvrons et nous rassemblons la communauté juive plus que jamais. Merci, Shana Tova. Ilana Sigurel, elle vous l'a dit, 156 ans de l'Alliance, elle a raconté l'histoire. Le président du Fonds social a parlé de Tzorfat, c'est vrai que c'est annoncé dans la Bible, mais aucun d'entre vous nous doute que les Juifs sont dans l'Hexagone. Nous sommes dans l'Hexagone avant Astérix. Donc pour ceux qui
qui connaissent l'histoire. Donc je voudrais appeler le président du CRIF, M. Francis Khalifa. Le privilège, mesdames et messieurs, de parler parmi les derniers, c'est que je crois qu'il devient redondant de saluer tout le monde. Donc je me contenterai d'un mesdames et messieurs et mes chers amis. C'est une belle tradition que cette cérémonie des vœux, et je voudrais remercier les dirigeants du Centre communautaire de Paris, devenu espace culturel et universitaire juif d'Europe, Edmond Elalouf, qui nous manque tant ce soir, son infatigable président à qui nous souhaitons vraiment un très prompt rétablissement, et Rafi Marciano, son dynamique directeur, de l'avoir perpétué. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, la tradition veut que nous examinions l'année écoulée. Étude introspective et analyse de notre environnement. Où en sommes-nous, en tant qu'individus comme en tant que collectivité? De cette année, nous retiendrons surtout la violence des attentats djihadistes qui ont frappé la France et Paris, mais aussi Jérusalem, Tel Aviv et tant de pays dans le monde tout au long de l'année. Et en cette journée commémorative des victimes du terrorisme, c'est d'abord vers ces victimes que vont mes pensées, et en particulier les 130 hommes, femmes et enfants, victimes des attaques contre la ville de Paris le 13 novembre 2015. Après les attentats de l'école juive aux Aratora à Toulouse en 2012, Charlie Hebdo, l'Hypercacher en janvier 2015, les attentats ont depuis frappé la France dans sa globalité. C'est sa jeunesse qui était visée au Bataclan et aux terrasses des cafés à Paris le 13 novembre, puis la police à Magnanville le 13 juin, et la France entière dans son symbole d'unité qu'est la fête nationale, le 14 juillet à Nice. Et enfin, le clergé et l'Église, le 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray, sans compter les attaques au couteau et les nombreuses tentatives d'attentats évitées par les services de renseignement et la police. Cette année restera marquée par ces attentats barbares qui ont fait dans notre pays 238 morts, hommes, femmes et enfants, et des centaines de blessés. Les Juifs de France, comme l'ensemble de leurs concitoyens, peut-être un peu plus, terminent cette année 5776 dans l'inquiétude. De cette année, on se souviendra aussi des combats menés, ceux que la ville de Paris et le gouvernement ont menés contre le terrorisme, contre les djihadistes, contre les complotistes et contre tous ceux qui cherchent à justifier le terrorisme, notamment au nom d'un antisionisme poussé dans sa radicalité qui cache un antisémitisme virulent. On se souviendra qu'au cours de cette année et l'an dernier, l'ALIA a atteint des chiffres records. Près de 8000 Français juifs ont quitté la France pour aller s'installer en Israël, mais aussi de ces Français juifs qui ont dû quitter leur quartier ou leur ville où ils ne pouvaient plus vivre sereinement en tant que juifs. Notre choix au CRIF, au-delà des combats que nous menons au quotidien, sera de poursuivre résolument les projets d'avenir et de travailler en faveur du vivre ensemble avec les acteurs de la société française. Nous continuons à lutter résolument contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, et notamment celui de l'antisionisme. La République ne peut plus tolérer les discours antisémites, racistes, xénophobes, sexistes ou homophobes. Ils sont le cancer de notre société. Nous maintiendrons la pression sur le BDS. Et nous savons, chère Anne, combien Paris est engagé dans ce combat, parce que ces promoteurs ne visent pas la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais bien la délégitimation et la détestation de l'État d'Israël. Ce mouvement, en faisant d'Israël le juif des nations, est aujourd'hui un vecteur essentiel de l'antisémitisme dans notre pays. Ces manifestations doivent être interdites. Et nous ferons en sorte que le judaïsme continue de rayonner en France, comme il le fait depuis plus de 2000 ans, et particulièrement dans cette belle ville de Paris, où malgré des périodes noires,
l'empreinte du judaïsme est si forte. Nous mettrons tout en œuvre pour que chaque juif puisse décider librement de s'installer et de vivre tranquillement là où il le souhaite, à Paris, en France, en Israël ou n'importe où dans le monde. Ensemble, avec vous, chère Anne, nous nous battrons pour que le dicton « heureux comme Dieu en France » puisse retrouver tout son sens. Et puisque c'est Rosh Hashanah, c'est le moment des vœux, alors formons le vœu que cette nouvelle année permette aux Juifs de France de retrouver la sérénité à laquelle ils ont droit. Formons le vœu que le vivre ensemble ne soit pas qu'un slogan. Formons le vœu que l'année qui arrive soit pour notre pays une année de paix et de tranquillité pour l'ensemble de ses citoyens. Et enfin, formons le vœu enfin qu'Israël, pays si cher à notre cœur, puisse enfin connaître la paix dans la sécurité. Shana Tova à tous. Anne Hidalgo, avant que Francis Khalifa soit président du CRIF, il avait souhaité peut-être que la ville de Paris puisse rendre la rue Lafayette piétonne. Alors, nous avons beaucoup d'amis, comme vous le savez. Chaim Corsia, je définirais comme la sentinelle, c'est celui qui sait prendre son téléphone en disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Ça, et cette manière de nous conseiller, d'être proche de nous, à titre individuel et à titre collectif, au titre du Grand Rabbin de France et au titre de l'ami, c'est toujours pour nous un privilège. Et c'est très important pour nous que pour les vœux pour Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, qu'ils soient présents, et on lui donne la parole. Chaim Corsia, Grand Rabbin de France. Chers amis, il y a une prière, la première prière du Nouvel An, de Rosh Hashanah, finit avec une phrase qui résonne de manière terrible pour nous cette année. En hébreu, c'est Tirchle Shana v'killotea, Tachel Shana u'bichotea. Que finissent cette année et ses malédictions, et que débute cette année et ses bénédictions. On a le sentiment que c'est vraiment ce qu'on devrait tous porter avec la foi, et quelle que soit la foi et la religion. Et en même temps, cette prière m'a toujours surpris, très sincèrement. Comment on peut avoir l'outrecuidance de dire que finissent cette année et ses malédictions alors que nous sommes là? Alors que tant de personnes ont perdu la vie, alors que dans notre entourage, sans parler d'attentats, mais des gens ont vécu des choses difficiles, des gens sont morts, des gens ne sont plus là, et nous sommes là. Je me dis que dans notre société, c'est un peu la même chose. Finalement, nous sommes debout. Comme diraient nos amis qui parlent ladino, estamos aquí. Nous sommes là. Et le fait d'être là, c'est une grande victoire. Parce que nos ennemis veulent nous abattre. C'est le rituel de Pâques. Bechol Dorvador, Omdim Alenu Lechalotenu. À chaque génération, il y a quelqu'un qui se lève pour vouloir nous éradiquer. Ve'akadosh baruch hu matzilinu miadam, et l'Éternel nous sauve de leurs mains. Finalement, nous avons tenu. Contre toutes les espérances des méchants, de ceux qui veulent instaurer la peur entre les gens, contre tous ceux qui espèrent nous séparer, nous forcer à nous enfermer. Et vous l'avez tous et toutes dit, nous n'avons pas mis des murs. Nous ne nous sommes pas enfermés, on a continué à vivre, les écoles ont continué, avec des modes différents. Oui, les militaires, 10 500 militaires du plan Vigipirate, il faut toujours le rappeler, parce qu'à l'étranger, c'est un chiffre quasi incroyable. Et on passe beaucoup de temps aussi à l'étranger pour expliquer à quel point il y a une mobilisation de l'ensemble de la société. Oui, 10 500 militaires, plus les policiers, plus les gendarmes, qui tournent. Alors, est-ce qu'ils doivent être devant ou est-ce qu'ils doivent tourner? Je suis sûr que même dans le Talmud, il y aurait deux avis. Un rabbin qui dit qu'ils doivent tourner, l'autre qui dit non, ils doivent être devant. Et en général, c'est le troisième. Des fois, ils doivent tourner, des fois, ils doivent être devant. Est-ce que c'est grave?
Ce qui est important, c'est que le mode d'action est un mode à la fois aléatoire qui inquiète ceux qui doivent être inquiétés et un mode de présence permanente qui assure l'ensemble de la société. Pourquoi je dis l'ensemble de la société? Parce que, vous l'avez très justement dit avant moi, il y a un enjeu incroyable à ce que nous vivions exactement ce que vit l'ensemble de la société. Et on a tellement souffert de ce sentiment d'indifférence terrifiant. Quand, rappelez-vous, on parlait d'abord de Toulouse solitaire, on expliquait qui a manifesté après Toulouse. Il y avait des militaires français qui avaient été assassinés. Il y avait des enfants des écoles qui ont été assassinés. Qui a manifesté? Les militaires, les gens disaient, c'est normal, quelle différence? Moi, j'étais militaire, je savais bien ce qu'on souffrait. Les gens nous disaient, sans nous le dire, qui meurt en Afghanistan ou qui meurt ici, quelle différence ça vous fait pour vous? Mais vous ne rigolez pas, c'était comme ça. Le sentiment d'indifférence rejette toujours sur la victime la responsabilité. Et les Juifs, on a l'habitude, Manishtana. Quelle différence? Et puis ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que on a réenchanté l'espérance de fraternité. Cette marche du 11 janvier 2015, elle n'était pas anodine, ce n'était pas juste un coup d'épée dans l'eau, c'était une refondation de notre espérance commune. Et moi, je crois profondément à ce que ça a réveillé chez tant et tant de citoyens. Mon cher Ariel, tu as 1000 fois raison. Oui, je pense qu'il faut que dans tous les lieux de culte, on réinvestisse la prière pour la République. Parce que je pense que quand on prie le vendredi, le samedi ou le dimanche dans son lieu de culte, on a du mal à défiler le lendemain en criant des slogans contre cette même République. Et nos concitoyens musulmans, forts de mes demandes parfois un peu, comment vous avez dit, c'est-à-dire avec le téléphone, et parfois fermes, l'ont fait en mars 2015 avec une prière pour la France qui est au mot près notre prière pour la République, avec une différence. À la fin, ça finit en disant Amin au lieu de dire Amen. J'estime que la différence est acceptable, mais c'est formidable. Parce que chacun, dans ce qu'il est, invoque les valeurs de la République. Et ça, c'est essentiel. C'est ce que nous allons faire. J'étais très heureux d'entendre la directrice générale de l'Alliance israélite universelle, avec qui l'ensemble des associations juives de France partagent les valeurs fondatrices. L'Alliance, c'est à la fois les valeurs du judaïsme et de la France, comme l'est le consistoire. La devise du consistoire, ne l'oublions jamais, c'est religion et patrie. Et j'avais lancé, et Iliana Sicurel m'a affirmé qu'on allait le faire dans l'ensemble des écoles de l'Alliance pour cette année. Je me suis rendu compte mais il m'a fallu du temps pour le comprendre, que le 14 juillet est souvent pendant les vacances scolaires. On va savoir pourquoi. C'est comme ça. Et donc, on ne pouvait pas monter une manifestation dans les écoles, quelque chose dans les écoles autour du 14 juillet. Pourtant, moi, je me suis rendu compte, lorsque j'étais aux armées, à quel point c'était essentiel d'emmener les jeunes élèves des écoles raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que c'était. D'abord, les enfants apprenaient les paroles de la Marseillaise dans leurs écoles. Ça les faisait réviser aux parents. Puis le chant du départ. J'adore le chant du départ en tant que... Voilà, donc le chant du départ. Tous les jeunes les apprenaient. Je m'en rappelle les parents des enfants de Maïmou à Boulogne qui disaient il faut apprendre le chant du départ. Ils ne savaient pas qu'on partait. C'est pas qu'on part, cher Francis, quand ils font l'Alia. C'est pas ça. C'est le chant du départ pour aller... La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Voilà, ça c'est du concret. Et on a décidé donc, et je suis très heureux que l'Alliance suive cela, qu'autour du 8 mai, pendant une semaine, dans les écoles juives, on va faire travailler nos jeunes sur les valeurs républicaines. Et on a fait un test en mai dernier. 2 écoles ont fait, par exemple, une école, dans un travail accompagné dans une classe, on produit des timbres. Mais pas des timbres avec, je sais pas, un cœur, des timbres avec des valeurs qui incarnent la République, la fraternité, des timbres qui sont un vecteur d'échange entre les personnes. Et chaque école, chaque classe peut-être, trouvera le moyen d'exprimer cela. On fera un concours, on remettra des prix, et puis ça sera une façon d'encourager les jeunes, non pas simplement à consommer ce que la société leur donne, mais à produire eux aussi quelque chose. Et pourquoi c'était si important de tourner le dos à cette indifférence, cette segmentation de la société? Parce que la Bible, dans la section qu'on a lue la semaine dernière, nous dit une chose d'une simplicité biblique.
et d'une beauté incroyable. N'a-t-elle jamais sur le chariot, le même soc de charrue, un âne et un bœuf? Et alors? Il y a deux interprétations. La première, celle de Ben Ezra, qui dit c'est parce que l'âne tire fort, enfin le bœuf tire très fort, l'âne tire vite mais pas longtemps et pas fort, et ça crée un déséquilibre entre les deux, c'est insupportable. On le voit dans le monde du travail. Dans le monde du travail, quand des personnes occupent les mêmes types d'emplois avec des contrats différents, quand des intérimaires sont dans l'entreprise, quand on a des gens qui sont simplement dans des contrats précaires, on voit bien quand la différence de situation crée un mal-être. C'est quelque chose d'important. Mais Rabbi Yosef Karo, Torah Shulchan Aruch, explique qu'en réalité, c'est parce que, et regardez la finesse, c'est parce que le bœuf rumine. Or, l'âne, voyant le bœuf ruminer, va croire qu'il mange. Et ça va lui faire, en hébreu, les mots, c'est agmat nefesh, une sorte de plus que de la tristesse, une sorte de rancœur incroyable. Il va être percuté dans ce qu'il est. Comment lui mange et moi je ne mange pas. Et la Torah nous dit, la Bible nous dit, ne fais pas vivre des gens côte à côte quand ils ne partagent pas les mêmes choses. Et nous qui voulons faire société, comme dirait Maurice Godelier, on a besoin de vivre les mêmes choses de la même façon. Si les uns ont peur pendant que les autres se disent c'est bon, les autres sont les paratonnerres de la société, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, tourner le dos à l'indifférence, ce n'est pas simplement faire œuvre charitable, c'est fonder une société sur le respect de l'un et de l'autre. C'est être attentif aux besoins, aux désirs des autres. Et la Bible nous demande cela. Elle nous demande avec ce en quoi on croit. On peut ne pas croire en la Bible, mais on peut espérer en l'homme. Quand on a entendu Elie Wiesel, dans ce film si émouvant qu'on avait vu à la mairie de Paris, nous dire « Je me pose des questions sur la foi ». Oui, on peut se poser des questions sur la foi en l'homme. On peut se poser des questions. Mais la réponse, c'est « Nous sommes ici ». La réponse, c'est « Nous allons bâtir quelque chose qui sera la véritable réponse ». Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la foi qu'on ne doit pas construire cette foi. Alors, en conclusion, je voudrais vous proposer de continuer ce que vous avez annoncé, de continuer les projets, continuer le projet du centre que tu vas bâtir, que vous allez bâtir dans le 12e arrondissement, de continuer le centre du 17e arrondissement que le consistoire lance, de continuer ces inaugurations de centres qu'on voit partout. Nous étions à Grenoble, inauguration d'un centre communautaire, magnifique. Nous étions à Troyes, mais Troyes, on inaugure Troyes. Troyes, c'est comme, j'étais rabbin de Reims. Je n'ai jamais vu la cathédrale sans des échafaudages dessus. On sait bien quand on gère des bâtiments. Troyes, depuis... Rachi est mort en 1105. Je pense que depuis 1105, ils reconstruisent la synagogue en permanence. Et donc, nous sommes allés à la 228e inauguration des nouveaux locaux de Troyes. Je peux chambrer le président de la communauté, c'est mon beau-père. Donc, et quand j'y étais, j'ai chambré son épouse, qui se trouve être ma belle-mère. Donc là, je suis tranquille, j'ai fait toute la famille. Mais c'est formidable. Ça veut dire que partout, on a confiance dans l'avenir. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque le prophète Ézéchiel nous dit « Je changerai en cœur de chair vos cœurs de pierre », il nous dit, comme il le dit à des responsables politiques, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important que vous soyez ensemble. Parce qu'au-delà des différences, on construit une même société. Et on bâtit des choses, on bâtit une espérance. Mais il faut que ces bâtiments de pierre soient investis d'un cœur de chair. Ça veut dire d'un cœur humain, des personnes, des femmes et des hommes qui, ensemble, y mettent de la vie, y mettent de l'âme, de l'émotion, de l'espérance. Je sais que vous le faites parce que je sais qu'on essaie de le faire. Je parlais avec Madame l'ambassadrice d'Israël il y a quelques jours de ce que Israël peut porter comme espérance pour le monde. Je parlais de Startup Nation, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste la technologie, c'est qu'on invente des nouveaux possibles. Et moi, je crois en cette devise d'un régiment de l'armée de terre, c'est le 13e RDP, qui dit « au-delà du possible ». Rappelons-nous que les intelligents pensent qu'au-delà du possible, ce n'est pas impossible, c'est on invente un nouveau possible. Et donc, je nous souhaite tous, je vous souhaite, avec vos adjoints qui sont venus là, avec qui on travaille au quotidien, de manière extraordinaire, je vous souhaite de savoir inventer pour l'ensemble de la société des nouveaux possibles.
C'est ce que disait le Rav Kook, que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. On sait rattraper les erreurs. On s'est rattrapé. Je voulais remercier le grand rabbin de France. Avant de donner la parole à Valérie Pécresse et à Anne Hidalgo, dire à Madame Alisa Binoun combien cette maison, et vous allez dans les jours qui viennent recevoir une invitation très originale de cette maison, qui va honorer l'ambassadrice et qui va être une journée très spéciale sur Israël. Et nous souhaiterions que vous nous honoriez de votre présence dans ce moment très fort qu'on ne fera pas ici, mais dans un autre lieu sur Israël. Madame Valérie Pécresse, nous savons l'attention que vous portez à notre futur projet nation. Nous savons l'extrême attention que vous portez. Et en tout cas, d'avance, on vous remercie pour tout ce que vous faites, pas simplement que pour nous, mais pour toute la communauté. Et remercier celui avec qui on a une relation privilégiée, Jérôme Redler. Je ne sais pas où il est. Il est là. Jérémy, qui nous apporte aussi un soutien très important. Merci à vous. La parole est à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Merci, monsieur le directeur. Merci, cher Rafi Marciano. Je voudrais saluer la maire de Paris qui est sur ses terres et à ses vœux. Je voudrais dire à madame l'ambassadrice d'Israël que je suis toujours très heureuse d'être avec elle, chère Aliza, pour cette belle fête de nouvelle année. Saluer évidemment le grand rabbin de France. Alors c'est très très difficile de prendre la parole après Chaim Korsia. Hein. Enfin au moins je me sens sanctifiée déjà, donc j'ai gagné ma soirée. Je voudrais saluer aussi le président du consistoire, Joël Mergui, qui est toujours présent et toujours là, toujours attentif. Saluer le président du CRIF et le féliciter pour sa belle élection, cher Francis Khalifa. Le président du Fonds social juif, Ariel Goldman, avec lequel nous avons tellement de choses dont nous à discuter ensemble. Je sais pas une bonne phrase, mais avec lequel je dois discuter de tellement de choses, et notamment des écoles qui sont sous sa responsabilité. Je voudrais aussi dire à la directrice de l'Alliance israélite universelle, Ilana Sikurel, que je suis très heureuse de faire sa connaissance aujourd'hui et qu'elle a eu des très belles paroles sur le rôle de la culture dans le monde dans lequel nous vivons. Je voudrais saluer aussi les maires d'arrondissement, les parlementaires, les élus. Enfin, je vais en oublier. Mesdames et messieurs, chers amis. Alors, je suis là pour vous présenter évidemment tous les vœux de la région pour Rosh Hashanah. Mais je voulais aussi, parce que j'ai entendu l'hommage que vous avez rendu à Elie Wiesel. Et Elie Wiesel était une personnalité pour laquelle j'avais énormément d'admiration. Et certains d'entre vous se souviennent, m'ont dit avec gentillesse, qu'ils se souvenaient de la grande cérémonie que nous avions faite à la Sorbonne pour ses 80 ans, exactement, quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur. Et ce jour-là, il nous avait dit une phrase que j'ai retenue, qui m'a vraiment marquée. Il avait dit « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. » Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, parce que d'abord, c'était totalement prémonitoire, mais aussi parce que ça nous guide sur un certain nombre de solutions qu'on doit mettre en œuvre. C'est vrai que l'année que nous venons de vivre va rester dans nos mémoires comme celle où la France a vécu la vague d'attentats la plus meurtrière depuis la guerre. On l'a dit, 220 morts sur les 12 derniers mois. Celle où on a assassiné un prêtre dans son église, en pleine messe, où on a assassiné des jeunes qui allaient à un concert, des Français aux terrasses des cafés, des touristes étrangers. L'année où notre République s'est déclarée en guerre contre le djihadisme, une barbarie qui en rappelle une autre. Mais je n'oublie pas, et ça a été dit, que cette plongée dans l'horreur a commencé en réalité en 2012. En 2012, lorsque Jonathan Sandler, ses deux petits garçons et la petite Myriam Monsénégo
ont été froidement assassinés devant l'école juive aux Zaratora de Toulouse par le terroriste Mohamed Merah. Le même Merah qui avait froidement exécuté, quelques jours plus tôt, 3 militaires. Et effectivement, à l'époque, pas dans l'indifférence, mais dans une sous-estimation totale de ce qui allait ensuite se produire. Je n'oublie pas non plus les attentats de janvier 2015, qui ont fait 17 morts, dont 4 personnes assassinées à l'hypercachère de Vincennes, assassinées parce que juives, comme il y a 70 ans. Je n'oublie pas les caricaturistes de Charlie. Alors oui, l'histoire semble bégayer dans les drames bouleversants que nous vivons. La barbarie frappe à nouveau à notre porte, et évidemment, la communauté juive se retrouve une fois de plus en première ligne. Alors, qu'est-ce que la région peut faire dans ce contexte? Vous vous le demandez tous, personne ne sait très bien à quoi sert une région. Eh bien, moi, j'ai considéré que la priorité des priorités, c'était d'abord d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Et j'ai décidé de travailler la main dans la main avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Joël l'a très bien dit, hein, c'est les 2 tiers des Juifs de France, je crois, qui vivent en Île-de-France. Et c'est aussi en Île-de-France que la menace terroriste est la plus élevée. Alors nous avons l'ardente obligation d'assurer la protection de la communauté juive. Ces lieux de culte, ces établissements scolaires, ces centres culturels, ces lieux de vie, comme ce beau centre culturel où nous nous trouvons ce soir. Alors dès mon arrivée, nous avons voté ce qu'on a appelé le bouclier de sécurité. Alors, c'était pour marquer notre volonté, c'était 20 millions d'euros juste en arrivant. Ces 20 millions d'euros nous permettent d'aider ceux qui le souhaitent à s'équiper, soit en vidéoprotection, soit en portique de sécurité, soit en tous les équipements de sécurité. Alors évidemment, je suis particulièrement attentive à toutes les demandes de protection qui viennent de la communauté juive. Nous finançons aussi, dans une convention que nous allons signer avec le ministère de l'Intérieur, la modernisation des forces de sécurité privées, mais police municipale, police nationale, gendarmerie, qui font un travail remarquable et difficile au service de la collectivité nationale. Et nous sommes vraiment, je le dis, la main dans la main avec l'État. Mais, comme je le disais aussi au début de mon propos, en citant Elie Wiesel, pour lutter contre la barbarie, il faut aussi connaître son histoire. Il faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons, ce que les générations précédentes ont accompli pour que nous puissions vivre libres dans un magnifique pays qui s'appelle la France, dans notre magnifique pays. Alors pour ça, l'école, ça a été dit, doit retrouver sa vocation de lieu de savoir et de transmission. Elle doit redonner à espérer, faire naître le goût de la réussite et aussi être pleinement le lieu de la promotion sociale. Alors nous, à la région, nous avons en charge la gestion des lycées et des centres de formation d'apprentis. Alors, dans ces lycées, nous avons malheureusement détecté des failles de sécurité. 130 lycées ont dû être à nouveau sécurisés. Là aussi, on a mis 10 millions d'euros et nous n'avons évidemment pas distingué, je tiens à le dire, les lycées publics et les lycées privés, les CFA publics et les CFA privés, parce que c'est les mêmes jeunes, c'est nos jeunes qui sont à l'intérieur, et nous devons à tous nos jeunes franciliens la même protection. Mais protéger les jeunes, c'est aussi travailler sur cette question de la radicalisation. Vous le savez, dans les 10 derniers jours, il y a 3 jeunes de 15 ans, franciliens, qui ont été arrêtés à des endroits différents de l'Île-de-France parce qu'ils projetaient des attentats islamistes. Alors, c'est pour éviter que ces jeunes ne sombrent dans la radicalisation par ignorance ou par désœuvrement que nous avons décidé de travailler avec l'État, qui a mis en place un plan anti-radicalisation. Alors, ce plan anti-radicalisation travaille sur beaucoup de choses. D'abord, la République. Chaim l'a dit. Nous avons pris la décision, en accord avec l'État, de remettre le drapeau français au fronton de tous les lycées et de le remettre au fronton des CFA. C'est un tout petit détail, c'est un tout petit symbole, mais c'est pour dire que, voilà, le patriotisme, nous n'en avons pas honte, et les valeurs de la République, nous n'en avons pas honte, nous les mettons au fronton de nos établissements scolaires. Mais faire vivre les valeurs de la République, c'est aussi concrètement lutter contre le décrochage scolaire. Et là, en Île-de-France, vous savez que nous avons 30 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Alors nous avons décidé d'en faire notre priorité. Nous allons tenir les assises du décrochage scolaire. Les chiffres sont très alarmants. Sur ces 30 000 jeunes qui quittent l'école complètement déscolarisés, il n'y en a que 8% qui vont être convoqués par une institution publique pour trouver une solution. Donc nous allons prendre les choses en main. La nouvelle loi NOTRe donne à la région la compétence de chef de file sur le décrochage scolaire et nous allons nous
faire en sorte que chaque jeune, parce que maintenant on a les noms, hein, l'Éducation nationale a fait un formidable travail de recensement, on a les noms, que ces jeunes puissent être convoqués pour qu'on leur trouve une solution pour les raccrocher à un phénomène d'insertion. C'est très important parce que vous savez, des jeunes qui n'ont plus aucune solution peuvent en venir à haïr leur pays. Et donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on se demande ce qu'on fait pour ces jeunes. Alors, par ailleurs, nous avons décidé aussi que nous voulions toucher les jeunes au cœur. Et il y avait un partenariat à la région Île-de-France qu'avait mis en place Jean-Paul Huchon avec la Fondation pour le mémorial de la Shoah, qui est un partenariat qui marchait très très bien et qui était fondé sur des témoignages de rescapés et sur des déplacements à Auschwitz. Ce programme a très très bien marché parce qu'en faisant toucher la souffrance des victimes à des jeunes qui étaient très très loin de l'histoire de la Shoah, on les touchait au cœur, on touchait leur sensibilité. Alors on a voulu faire la même chose avec ce qui s'est passé ces derniers mois et on a lancé dans les lycées d'Île-de-France l'opération des grands témoins contre le terrorisme. Et nous avons confié cette opération des grands témoins contre le terrorisme à 2 parrains que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Samuel Sandler et de Latifa Ibn Zlaten, les 2 parents des victimes de Mohamed Merah. Alors, l'objectif, c'est que ces témoins viennent témoigner dans les lycées avec des projets pédagogiques derrière. Hein. Évidemment, tout ça, c'est à la demande des lycées, en lien avec les enseignants. Derrière, il y a un cours de préparation. Ensuite, il y a un dialogue qui se crée et on témoigne de la vérité de cette barbarie. Parce que ce qui m'inquiète beaucoup, et je pense qu'ils devraient tous nous inquiéter, c'est à quel point la souffrance, la violence se banalise. Qu'on puisse prendre du plaisir à aller regarder des gens souffrir sur Internet, ça montre à quel point on est loin de la réalité de cette souffrance. Et donc je crois que pouvoir la faire pénétrer dans la vie des jeunes et leur montrer ce que c'est par la douleur d'une mère, d'un père, d'un grand-père, juif, musulmane, de montrer que tout le monde souffre de la même façon et que tout le monde est frappé de la même façon, je pense que c'est quelque chose d'extraordinairement pédagogique. Et nous avons déjà plusieurs dizaines de lycées qui ont demandé à pouvoir participer à cette opération. Et je le dis à Anne, qui a peut-être aussi des contacts avec d'autres parents de victimes, que évidemment nous sommes totalement prêts à les accueillir s'ils se sentent le courage de venir parler à des jeunes dans les lycées, ce qui demande évidemment un peu de recul par rapport à son deuil. C'est pas évident. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'école, mais je voudrais vous parler de culture, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, parce que je sais que c'est de ça que vous voulez que nous parlions aujourd'hui. Alors, comme vous, et je tiens à le dire parce que je crois que vous avez eu les mots justes, comme vous, je crois que dans cette période de barbarie absolue, dans cette période où on a perdu tous les repères, la culture est le ciment essentiel de notre société. Et que quand on est victime de violence, quand on est victime d'attaques barbares, quand on est victime d'une idéologie qui se compare en réalité avec l'idéologie nazie, eh bien, on doit aujourd'hui avoir plus de ciment culturel. Donc, j'ai décidé d'augmenter le budget de la culture. Ça tombe bien. Il semble qu'il y ait un projet. Il semble qu'il y ait un projet à Nation d'un très beau centre culturel qui va être l'un des plus importants de l'Est francilien, si j'ai bien compris, et qui sera ouvert à tous. Alors, je sais que ce centre culturel va vous permettre de faire vivre beaucoup de choses et de continuer à poursuivre le travail formidable que vous faites auprès des jeunes. Et d'ailleurs, je salue M. Toledano, dont j'ai compris qu'il était le président d'honneur du centre culturel. Et je serais ravie de le revoir peut-être à Casablanca, parce que nous allons signer un grand partenariat entre l'Île-de-France et Casablanca. Donc, s'il est à Casablanca, nous pourrons en reparler. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, Monsieur le Directeur, c'est que la région est très attentive à ce projet, qu'elle regarde avec beaucoup de bienveillance. Je n'en dirai pas plus, mais nos équipes se sont rencontrées pour en parler. Voilà. Plus que jamais, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et nous devons être fiers d'avoir la première communauté juive d'Europe ici, en Île-de-France. En tout cas, nous en sommes fiers et nous voulons surtout qu'elle soit heureuse, puisque j'ai compris qu'il fallait être heureux en France, Monsieur le Grand Rabbin. Voilà. Alors, un dernier mot pour citer Roger Kuckerman. Il n'est pas parmi nous ce soir, mais il a dit « Les Juifs sont les sentinelles de la démocratie ». Alors, avec vous, elle est bien gardée. Merci à tous. Shana Tova. Merci Valérie Pécresse. Message reçu 5 sur 5. Et nous vous remercions en tout cas, vos équipes, de suivre avec nous ce dossier du projet Nation.
En hébreu, il y a une expression, Acharon, Acharon, Chaviv, le dernier, passe toujours très précieux. Anne Hidalgo, à qui nous présentons les vœux de Rosh Hashanah, une année de bénédiction, de réussite pour vos équipes. Et en tout cas, je voudrais remercier Clémentine et David Régnier, avec qui nous avons un travail presque quotidien. Mais je froisse ici la modestie de David, parce que... mais c'est bien. Mais en tout cas, Clémentine et lui, on suit les affaires du prochain centre. Voilà, la parole est à Anne Hidalgo pour les vœux de 5777. Merci beaucoup, cher Rafi. Merci de m'accueillir, de nous accueillir. C'est toujours un moment heureux, c'est un moment dans ce lieu qui est comme une maison de famille. Ça fait tellement d'années que nous nous retrouvons ici ensemble pour nous présenter les vœux, pour parler de l'année qui a précédé et de celle qui vient, que je me sens vraiment dans ma maison. Et votre accueil est toujours aussi chaleureux. Je veux aussi, bien sûr, avoir une pensée pour Edmond, en espérant qu'il se remettra, parce que il est toujours avec ce sourire radieux dans ce lieu qui est imprégné de sa personnalité et de ce qu'il y fait. Je veux bien sûr saluer l'ensemble des personnalités qui m'ont précédée. Valérie Pécresse, bien sûr, le grand rabbin, Haïm Corsia, qui nous a livré comme toujours un message qui va bien au-delà des religions. Mais est-ce que quand on dit cela du judaïsme, on ne le réduit pas, en fait ? Et je veux saluer, bien sûr, les représentants des institutions juives avec lesquelles j'ai un très grand plaisir à travailler, cher Joël Mergui, cher Francis Ralifa et cher Ariel Goldman. Et puis vous, madame, parce que nous avons devant nous un vrai travail à faire. Permettez-moi de dire aussi à mes collègues élus ici présents que c'est toujours aussi un plaisir de voir leur visage, et ils sont fidèles. Ils sont fidèles à ce moment. Je pense à tous les maires d'arrondissement, le 3e, le 12e, le 19e, mais également le 8e arrondissement qui sont ici ce soir, et puis les parlementaires, cher Patrick qui est ici, Patrick Bloch, qui n'est pas pour rien dans le fait que le centre culturel, le centre communautaire qui va être basé dans le 11e, voit le jour dans le 11e. Et puis merci à Madame l'ambassadrice d'Israël. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Ce moment est un moment privilégié, je le prends comme tel. C'est vrai que nous avons vécu une année 5776 qui a été une année où nous pensions avoir vécu le pire, vous l'avez dit avant moi, et puis le pire a encore frappé dans cette année, ici à Paris, mais à Nice, mais à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais dans beaucoup d'autres lieux, en Île-de-France, les 2 policiers tués chez eux. Et donc, cette année, finalement, a été une année qui nous a mis encore plus à l'épreuve. Encore plus à l'épreuve dans notre ville où nous avons, je crois, tous ensemble compris que ce qui était attaqué, c'était effectivement cette façon de vivre, cet art de vivre, cette culture que nous avons en partage, qui est une culture de fraternité. Et je veux dire que dans les circonstances que nous avons traversées, chaque jour, je me suis réjouie d'abord de l'attitude et de la réaction des Parisiens dans leur ensemble, qui ont été dignes, qui ont été forts, qui ont réagi avec intelligence, sans qu'il y ait de mots d'ordre. Je me souviens, au lendemain du 13 novembre, et dans la nuit, nous étions plusieurs, cher Patrick, et beaucoup d'autres ici sur les lieux, notamment au Bataclan, dans la mairie du 11e, la mairie du 10e, qui avait été ouverte pour accueillir toutes les familles, tous les Parisiens, et puis tous ceux qui avaient des proches impactés. Et le lendemain, le samedi, Paris était vide. Paris était vide, c'était une ville morte. Et le surlendemain, le dimanche, tout le monde était dehors. Personne ne s'était passé le mot. Mais il y avait eu comme un élan, comme un mouvement spontané. Tout le monde était dehors. Les enfants, les familles, tout le monde.
dans les terrasses. Les écoles avaient ouvert à proximité des lieux des attentats, spontanément, sans même qu'on ait eu besoin de dire « il faudrait peut-être accueillir, ouvrir des lieux pour que les enfants, les parents viennent parler de la peur qui est la leur » et en même temps, tout de suite, à travers des mots, des paroles, des gestes de fraternité et d'humanité, retrouver ce chemin pour vivre ensemble malgré cette peur. Et j'ai été impressionnée par cette réaction incroyable des Parisiens. Mais j'ai aussi été impressionnée, je veux vous le dire, à vous, les responsables de la communauté juive, de l'attitude qui a été la vôtre. Parce que, vous le savez, vous êtes des cibles, les premières des cibles, ces sentinelles que l'on vise, et certains pensant ça ne nous concerne pas, bah si, quand on touche un juif, on touche à l'ensemble de l'humanité, parce que cette cible-là, on la connaît, elle n'est pas nouvelle. Et dans l'histoire du peuple juif, on sait que cette histoire s'est répétée. Mais vous avez réagi d'une façon extraordinaire, avec intelligence, avec des mots qui sont venus aussi penser les plaies et ouvrir des chemins. Bien sûr, dans la réaction de chacune et de chacun d'entre nous, de chacun des Parisiens, des responsables qui ont pris la parole, et notamment de la communauté juive, il y avait la peur, l'exigence de vérité et la nécessité d'être en sécurité. Et donc d'avoir un renforcement des moyens, d'avoir une protection des écoles, des rues, des synagogues, des lieux de culte, des écoles tout simplement, les autres écoles non confessionnelles. Tout cela est venu comme un élément sur lequel il nous fallait, bien sûr, prendre des décisions, prendre des mesures, mais la façon dont vous avez porté ce message, cette exigence de sécurité, parce qu'il n'y a pas de naïveté, personne n'est naïf. Quand on a traversé ce qu'on a traversé, personne ne peut être naïf. Et chacun sait qu'il doit être au combat avec les armes qui sont les nôtres, celles de la République. Et dans la République, il y a la police, il y a l'armée. Cher Raïm, je sais combien tu es toujours attentif à ce que nous parlions de l'armée, toi qui as été longtemps aumônier des armées. Et oui, tous ont été là pour nous protéger. Nous l'avons demandé et ils ont été présents. Et à chaque étape, nous avons travaillé, discuté, mais jamais dans ce qui aurait pu apparaître comme des mises en cause qui ne permettent pas de trouver le chemin justement pour construire ensemble ce qui nous protège. Ce qui nous protège dans l'immédiat, c'est la sécurité. Je veux le dire ici, je veux rassurer l'ensemble de la communauté juive comme de la communauté parisienne dans son ensemble. Nous ne laisserons jamais la sécurité ne pas être au niveau auquel elle doit être. Nous avons mis des moyens, la présidente du conseil régional a dit quels étaient les moyens mis par le conseil régional. La ville de Paris, dès le lendemain des attentats, a mis en place, et nous y avons travaillé depuis longtemps, c'est un projet que j'avais eu l'occasion de porter aussi avec le prédécesseur de Ariel et le Fonds social juif unifié, lorsque le Fonds social juif portait avec la ville de Paris dans un accord extrêmement fort, et c'était Pierre Besnénou qui, à l'époque, présidait aux destinées du Fonds social juif unifié. Nous avions travaillé sur toute la protection nécessaire pour tous les lieux. C'était il y a bien longtemps. Mais ce travail nous a permis en permanence d'améliorer et de trouver des solutions. Nous ne laisserons jamais, et en tant que maire de Paris, je ne laisserai jamais affaiblir le dispositif de sécurité dont nous avons besoin pour que notre ville, et que dans notre ville, celles et ceux qui sont des cibles, et notamment la communauté juive, ne soient pas mises ni en danger, ni en situation d'avoir peur d'être chez elles. Ça, c'est le premier engagement que je veux vous redire ici. Vous savez, il est sincère. Et chaque fois que nous nous sommes retrouvés avec les maires d'arrondissement qui sont là, présents, avec les parlementaires qui font aussi le travail à l'Assemblée, dans les différentes commissions d'enquête, nous sommes, nous aussi, extrêmement vigilants. Mais la réponse, au-delà de la sécurité, vous le savez, vous l'avez dit, elle doit faire appel à notre intelligence collective, à la culture, à l'éducation.
Nous savons que ce sont les anticorps qu'il faut diffuser et que ces anticorps sont plus longs à diffuser, bien sûr, sans doute, que ceux qui prônent la barbarie et qui vont chercher dans l'angoisse, dans la bêtise, dans l'absence de futur, les ressorts pour pouvoir y insuffler leur idéologie de mort. Nous savons que c'est plus long de distiller des anticorps à travers l'éducation, la culture. Mais vous le savez, vous, la communauté juive de Paris, vous qui êtes implantés à Paris depuis si longtemps, vous qui avez tellement contribué à ce qu'est aujourd'hui l'histoire et la culture de cette ville. Et lorsque on prend conscience de ce qu'est cette ville, lorsqu'on s'intéresse à elle, lorsqu'on a envie de la voir évoluer, lorsqu'on connaît sa force, mais aussi ses fragilités, bien sûr qu'on s'intéresse immédiatement à la part de la culture juive qui est la nôtre dans cette ville. Et ce que vous nous avez appris au fil du temps, c'est que effectivement le judaïsme qui s'est fondu dans la République avec bonheur et délectation a pris sa part justement à cette culture qui nous unit aujourd'hui. Vous avez créé des institutions, vous avez créé, au-delà des synagogues, au-delà des lieux de culte, des écoles pour transmettre, pour parler, mais toujours, et je tiens à le dire ici devant vous, avec ouverture et générosité. Je vous le dis, nous avons de la chance, j'ai de la chance en tant que maire de Paris, d'avoir ici une communauté juive avec des responsables qui sont des responsables ouverts, conscients de la responsabilité de leurs paroles lorsqu'ils parlent, bien sûr, aux membres de leur communauté, mais au-delà de cette communauté, à l'ensemble de notre communauté parisienne et de notre communauté nationale. Je me dis chaque jour que j'ai de la chance, lorsque, effectivement, qu'il s'agisse du projet de centre communautaire porté par Rafi Marciano, par Edmond, par ce lieu qui nous abrite aujourd'hui, avec cette volonté de s'implanter dans un quartier aussi historique de la culture juive, de sa présence ici à Paris, dans le 11e arrondissement, et d'en faire un lieu ouvert, un lieu où chacun va pouvoir venir apprendre, comprendre, échanger, un lieu totalement ouvert aussi sur ce quartier. C'est comme ça que vous l'avez conçu. Mais j'ai de la chance, nous avons de la chance, lorsque Joël Mergui porte aussi cette idée de centre communautaire européen dans le 17e arrondissement, qui doit aussi être un lieu qui rayonne, qui donne à voir que si les Juifs de France et de Paris et de notre région décident d'investir dans ce lieu-là, eh bien c'est parce qu'ils sont ici chez eux et que leur avenir est ici et que ce lieu sera aussi une sentinelle. C'est comme ça que nous les concevons, mais comme des lieux ouverts, je veux vous dire merci. Et ces lieux sont encore plus importants aujourd'hui qu'hier, parce que nous savons que c'est à travers justement la culture, l'éducation, à travers ces messages que nous ferons reculer d'abord l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, c'est la négation même de la dignité humaine. C'est ça que ça porte. Il n'y a pas d'excuse, aucune excuse ne peut être trouvée. Et quand en plus, et vous l'avez dit avant moi, mais je le reprends aussi, cet antisémitisme essaye de se reconstruire sous des habits nouveaux qui seraient ceux de la cause palestinienne, mais qui en fait embrasse un discours et une idéologie qui est le refus d'Israël, ça n'est pas acceptable. Et tous les jours, et nous le savons, avec les maires d'arrondissement qui sont autour de la place de la République, et je veux saluer particulièrement Pierre Edenbaum, mais bien sûr François Vauglin et Rémi Ferraud également, tous les jours, nous sommes amenés à retirer des inscriptions qui sont les inscriptions de cet antisémitisme-là que nous ne pouvons accepter ici à Paris. Je vous le dis, nous aussi, nous sommes des sentinelles vigilantes de ce qui se passe tous les jours sur la place de la République, parce que nous ne laisserons pas faire nulle part, et encore moins place de la République.
Et ça, ce travail-là, ce travail pour lutter contre cet antisémitisme, nous devons continuer à le porter, à le construire dans nos écoles, dans tous les lieux culturels. Il faut que ce message-là soit le message dominant. Mais il est d'autant plus facile à entendre et à propager que nous avons la chance, je le redis, d'avoir une communauté juive qui a conscience de son rôle. En vous écoutant et en voyant et en étant bien sûr comme tout le monde inquiet, interrogative et bien sûr en se disant que va être cette année qui vient, je pense que nous devons vraiment vous écouter et continuer à construire ensemble parce que ce que la communauté juive porte comme histoire, comme connaissance, comme compréhension de ce qu'il y a de meilleur mais aussi de pire dans l'humain, il y a sans doute là le chemin pour porter ce message. Et vous n'avez jamais manqué, jamais. Pour ça aussi, je veux vous dire merci. Au lendemain des attaques et de l'assassinat de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, lorsque je vous ai dit « mais pourquoi ne nous retrouvons-nous pas à l'hôtel de ville pour une conférence de partage, vous, toutes les religions, mais aussi les laïcs, retrouvons-nous pour trouver des chemins, pour poser un plan concret et travailler chacun dans le registre qui est le nôtre, mais en même temps en convergeant, en sachant que nous faisons œuvre ensemble. Vous avez été au rendez-vous. Vous avez toujours été au rendez-vous. Nous avons vu avec Catherine Baratti, avec François Dagneau, nous avons vu le travail que vous faites dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lycées. Nous avons entendu les enfants, les professeurs. D'ailleurs, je me souviens aussi, c'est une réflexion que nous avions partagée, qu'il y avait tellement de bienveillance de la part de vos enseignants auprès de vos enfants qu'ils étaient vraiment en de bonnes mains et qu'on avait envie qu'il y ait autant de bienveillance partout, dans toutes les écoles de la République et d'ailleurs. Parce que vraiment, ce travail-là, vous le faites avec une conscience de ce que nous devons transmettre à la jeunesse qui doit nous apprendre, Et c'est une laïque qui vous parle. C'est une laïque qui n'est pas de confession juive. Je sais que certains disent que j'aurais dû ou je dois être marane, peut-être, qui sait, avec mes origines andalouses. Mais en tous les cas, je vous le dis, ce que vous portez mérite vraiment de devenir aussi un enseignement pour la façon d'agir et de transmettre et d'être bienveillant vis-à-vis de nos enfants. J'espère que cette année qui vient sera une année meilleure. On a beaucoup de projets. Je vois aussi Chaim Nisenbaum qui est ici. On a des projets dans le 19e. Et je veux ici, devant toute la communauté, lui dire qu'avec François Dagneau, nous sommes engagés à ses côtés et nous le ferons. Parce que partout dans cette ville, il y a des communautés extrêmement fortes et qui sont dans cette ouverture aux autres. Et puis nous travaillons tellement avec des associations comme l'OSE, que je vois ici, qui elles aussi transmettent, font un travail exceptionnel dans cette ville, qui fait que finalement, cette ville est vivable, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui mettent d'abord leur énergie humaine à l'œuvre. Et en vous écoutant au sujet de la prière de la République, une réflexion me venait, elle est peut-être complètement, je ne sais pas ce que diront mes collègues élus, mais qu'il y ait une prière pour la République dans les lieux de culte, c'est formidable. Mais parfois, je pense que nous, les politiques, on ne prend pas assez soin de la République. Et peut-être faudrait-il, avant chacune de nos réunions, un serment pour la République, qui pourrait être le serment qui nous unit. En tous les cas, je me lance dans la proposition. On va demander à des rabbins de nous aider à élaborer ce serment et ce message pour la République. Mais je vais conclure sur le message aussi d'Elie Wiesel. Elie Wiesel qui nous a quittés. Et nous avons eu cette joie, ce bonheur de faire cet hommage qui lui était rendu à l'hôtel de ville. Et grâce notamment à Rafi et à d'autres ici, j'avais eu l'occasion de le rencontrer
quelques mois avant sa mort à New York dans ses bureaux, et nous avions eu un échange, comme toujours, avec une personnalité comme Elie Wiesel, qui est un échange inoubliable. Et nous parlions de Paris, et il avait envie de venir apporter une parole forte, et on était en train d'imaginer un événement avec lui, bien sûr. Et il m'avait dit, vous savez, pour Paris, il faut toujours penser en grand. J'ai retenu ce message-là. Pour Paris, il faut toujours penser en grand. Donc j'ai envie qu'on pense en grand cette année 5777 pour Elie Wiesel, pour toutes celles et ceux qui attendent de nous, chacun dans nos responsabilités, non pas qu'on trouve les solutions à leur place, mais qu'on les guide un peu sur le chemin de ces solutions. Et j'aimerais que dans ce penser en grand, effectivement, on puisse essayer de porter à la fois ce besoin de sécurité, mais en même temps ce besoin de fraternité. Et en matière de fraternité, je crois que vous êtes très bien placés pour transmettre dans la joie, parce que votre religion est une religion très joyeuse. Ça, au moins, c'est vrai que la vie qu'il y a dans les synagogues est quelque chose, moi, qui m'a toujours impressionnée et que j'aimerais retrouver partout, parce que vous aussi, je sais que vous ne le maîtrisez pas, et c'est très bien, parce que la vie, ça ne se maîtrise pas. En tous les cas, je forme ce vœu pour cette année qui vient. Et je veux vous dire que Pierre Edenbaum et des élus ici présents m'ont proposé que pour Elie Wiesel, nous puissions donner le nom d'un jardin à Elie Wiesel. Et nous allons proposer au Conseil de Paris, de la fin de ce mois, que le jardin qui est devant la mairie du 3e arrondissement prenne le nom de jardin Elie Wiesel. Mes chers amis, je veux vraiment nous souhaiter une très bonne année. Certainement qu'il y aura encore des épreuves, des joies. J'espère beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de lucidité, aucune naïveté, beaucoup de présence, et nous serons tous debout. Merci.